Bonjour à tous, merci beaucoup pour être ici. Et pardonnez mon français, il y a 20 ans que je ne l'exercice pas. Donc. Alors, comme on observe dans l'histoire de l'art médiéval et de la première Renaissance, pour de nouvelles exigences iconographiques, on va employer souvent des modèles déjà existants. Les recherches de Dammet ont démontré que les tarots, lesquels voient l'emploi dans le jeu de cartes de 22 cartes majeures, les atouts, ont eu origine dans l'Italie du Nord autour de 1430-1440. Les exemplaires qui restent les plus précieux, c'est-à-dire des fragments de tarot, ont été commandés par les Visconti et les Sforza dans le ducat de Milan à partir de 1440-45 environ. Acquisition de l'exposition et des recherches suivies du côté, ce sont les cartes et les atouts du tarot nommé ici du maître du chariot d'ici. Cet exemplaire a été commandé par les Sforza autour probablement de 1445. On observe ici... Oh, diap 2, pardon. Ah bon, oui. On observe ici dans la... Non, diap 2. Ah bon, ah oui. On observe ici, dans la Dame et le Cavalier de denier, l'utilisation de l'emblème de Francesco Sforza, appelé la Moraglia, sorte de mort stylisée. Les études de Caldwell, exposées aussi dans le catalogue de l'exposition Tarot illuminé, montrent comme l'idéation d'un premier tarot avec une série d'atouts est traçable peut-être pour la première fois dans les cartes très originaux avec divinités classiques qui accompagnaient des sujets moraux conçus pour amuser le troisième duc de Milan, Filippo Maria Visconti. À chaque divinité correspondait une espèce d'oiseau, lesquels oiseaux constituaient les piles de cartes. Ce jeu de cartes très particulier, créé autour de 1415 par Marziano da Tortona, tuteur et depuis secrétaire de Filippo Maria Visconti, et enluminé par Michelino da Besozzo probablement, est perdu. On va préserver toutefois une copie de 1449 du traité de Marziano da Tortona qui expliquait les règles le Tractatus de Deificazione Sexdecimerorum, aujourd'hui conservé à la BNF. On peut donc bien considérer cette création comme un proto-tarot conçu afin de distraire le duc de Milan pendant ces moments ludiques avec une iconographie moralisatrice inspirée de l'exercice des vertus. Les atouts des tarots prennent en Italie le nom de trionfi, probablement inspiré par les poèmes allégoriques de François Pétrarque. I trionfi. Dans cette œuvre, on voit le triomphe de la chasteté gagné sur l'amour, le triomphe de la mort gagné sur la chasteté, le triomphe de la gloire gagné sur la mort, le triomphe du temps gagné sur la gloire et le triomphe de l'éternité gagné sur le temps. De la même manière, du jeu de cartes idée par Marziano da Tortona, les atouts suivaient avec un rôle symbolique ascensionnel et donc moralisant une hiérarchie de valeurs chevaleresques avec un rôle chevaleresque où le battleur, l'ermite, les pendus, les fous représentaient les exclus de la société, le pape, l'empereur, les autorités, les majeures. Dans l'ordre de Pavia e del Milan, il matto, il bagatella, l'imperatrice, la papessa, l'imperatore, il papa, l'amore, la giustizia, il carro, la fortezza, la ruota, il vecchio, il traditore, la morte, la temperanza, il diavolo, il fuoco, la stella, la luna, il sole, l'angelo, il mondo. L'association des atouts du jeu de tarot au poème de Pétrarque a été accomplie par la chercheuse Gertrude Mauchly. En effet, il y a une correspondance relativement aux atouts des amants, de la mort et de l'ermite dans les Triumphus Cupidinis, les Triumphus Mortis et Triumphus Temporis. Diap 3. Dans les tarots, toutefois, apparaissent d'autres représentations qu'on ne retrouve pas dans le poème, c'est-à-dire, comme a clarifié Silvia Caldini, le bagatto, bagatella, le battleur,
c'est-à-dire un jongleur, la première carte de la série des autos, c'est lui qui déboule le jeu de destin et qui peut débrouiller soi-même avec d'astuces ou bien de la tromperie dans chaque situation. Il s'agit d'une présence initiatique avec la valeur la plus faible dans l'échelle des atouts. Pareil, l'atout du fou, il matto, la carte sans valeur, déjà examinée dans l'iconographie par Fabrizio Lollini, Gaetano Curzi et la même Caldini, qui en trace l'origine dans la représentation de l'incipiens biblique avec le bâton et une coiffe de plumes d'oiseau, découle d'un même modèle de la représentation de la folie, la stultizia, dans le cycle de fresques de Giotto de la chapelle de Scrovegni à Padoue. La production artistique qui tournait autour de la cour de Filippo Mari Visconti comprenait une circulation très serrée des dessins et des modèles entre les ateliers qui ne collaboraient pas nécessairement entre eux. Cela marquait beaucoup cette production avec une façon stylique très reconnaissable et une profusion de symboles, d'emblèmes, de devises des ducs de Milan qui en assurent l'achat. Par conséquent, souvent les études ont attribué au même tarot, en particulier celui du Brambilla, à des peintres différents ou bien à des ateliers différents. Dans ce petit excursus, on va examiner quelques modèles auxquels l'atelier ramifié des peintres de la famille de Bembo a puisé en temps différents avec des différentes modalités pour illustrer les atouts dans la série partiellement préservée des tarots di Visconti di Modrone, Brambilla et Colleoni Baglioni. Comme prévu, la représentation du battleur et du fou ont été déjà examinées d'un point de vue iconographique dans le tarot de Sforza qui les préserve, c'est-à-dire le Colleoni Baglioni. Au battleur, Silvia Caldini a associé les aptitudes au travail du métier et celles artistiques. L'origine iconographique de ce tatou, dérivation du mot baguette, qui est le cordonnier dans la langue de Milan au XVe siècle, est liée à celle des orfèvres et en général des métiers. Il est debout devant une table avec plusieurs objets. Le bagatto de l'atelier de Bembo appartient au tarot de Sforza, le plus tardif préservé, et il est habillé avec une robe rouge et un chapeau bizarre de chiffon de laine rouge avec un profilage de fourrure et un couple avec 16 gousses. Cela indique probablement qu'il s'agissait d'un mage. Diable 4. Voilà. L'atout de la mort apparaît dans les deux tarots Visconti Sforza, c'est-à-dire le tarot di Visconti di Modrone, le plus vieux gardé, et le tarot Colleoni Baglioni, le dernier de la série Visconti Sforza. Les deux représentations découlent de deux célèbres modèles qu'on va examiner maintenant. Comme les recherches ont clarifié, le tarot di Visconti di Modrone se distingue des autres tarots Visconti Sforza, le tarot di Brambilla et ceux di Colleoni Baglioni, tant pour les dimensions majeures que pour la présence désuée des personnages féminins dans les piles des cartes, du côté des cavalières et des valets, les cavalières et les servantes, ce qui laisse entendre que ce jeu comptait un nombre supérieur de cartes, et ainsi pour la présence d'atouts inhabituels, les trois vertus théologales, foi, espérance et charité. Cela est probablement imputable à la datation du tarot même, autour de 1440-1442 environ, qu'on fait un prototype avant la codification du jeu, soumis en ce cas à la demande des commanditaires, une commande féminin ou bien un tarot destiné au plaisir d'une duchesse. Par conséquent, les mêmes modèles iconographiques de certains atouts se présentent ici différents. Dans ce tarot, la morte est illustrée comme un squelette qui monte à cheval avec une fossile. Le cheval galope sur des gens abattus entre lesquels on voit des rois et des papes. Et le même modèle est employé dans le tarot de Charles VI. Cela découle sans doute de la représentation iconographique du triomphe de la mort, comme avertissement de la caducité de la vie, de la richesse et du pouvoir. Cette image est inspirée à la vision des 4 cavaliers de l'Apocalypse, plus particulièrement au 4e, celui de la mort. J'ai vu paraître un cheval de couleur pâle et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer le suivait.
Cette iconographie a été codifiée dans les cycles de fresques, de tapisseries, de textes illuminés. Oh, diapo 5, pardon. Voilà. Cette iconographie a été codifiée dans des cycles de fresques, de tapisseries, des textes illuminés au XIVe et au XVe siècle. On peut considérer, par exemple, les cycles de tapisserie de l'Apocalypse d'Angers. Diapo 6. Le livre illuminé de l'Apocalypse flamand conservé à la BNF de Paris, ou bien les fresques du IIIe siècle dans la crypte de la cathédrale d'Anagni. De ce sujet découle la représentation du XVe siècle du triomphe de la mort dans la fresque de Palazzo Battelli à Palermo, où la mort est un squelette à cheval, le cheval est mort aussi, avec un arc et des flèches qui frappent et tuent des papes, des évêques et des jeunes nobles. Diapo 7. Il s'agit ici d'une diversion cultivée déjà présente dans l'Italie centro-méridionale autour de la deuxième moitié du XIVe siècle, comme on peut observer dans le triomphe de la mort du Sacro Specchio de Subiaco, où la mort est un squelette à cheval avec les cheveux au vent, prise dans l'acte d'un filet avec une épée un jeune noble qui est en train de parler. Le même sujet est représenté dans l'église de San Francesco Lucignano, diapo 8. Ici, la mort, c'est une vieille femme avec un fossile, oui, qui vise avec un arc de flèches de gens qui parlent. Cela souligne sans doute l'apparence très raffinée et cultivée du modèle utilisé dans les Tarò Visconti di Modrone, idée probablement qu'on va voir ci-après pour la duchesse de Milan, Marie de Savoie, une princesse tout à fait française. Le tarot Colleoni-Baglioni, autrement de quelques années plus tardif, reflète un modèle de jeu déjà codifié et présente la mort debout, armée d'arcs et flèches, inspirée probablement à l'iconographie célèbre du dit des trois morts et des trois vifs, largement répandue en Italie pendant le XIVe siècle. Diapo 9. Le cycle iconographique du Sacro Specchio di Subiaco, dans la Scala Santa en particulier, montre les deux sujets iconographiques du triomphe de la mort, c'est-à-dire la mort sur le cheval et la représentation d'un triomphe inspiré au dit des trois vifs et des trois morts et des trois vifs, avec les cavaliers qui rencontrent les trois morts couchés dans les tombes découvertes, selon un modèle répandu dans l'Italie centrale, comme on voit à Pise, référence claire à la fragilité de la vie, et dans l'Italie du Nord aussi. Diapo 10. Comme on voit dans la fresque de la première moitié du XVe siècle, dans la sacristie de l'église de Saint-Luc de Grémont. En Lombardie aussi, on la trouve. Voilà, diapo 11. En particulier, dans la tour du tarot di Colleoni-Baglioni, la mort est présentée debout. Cette image, liée à l'iconographie du dit des trois vifs et des trois morts, a connu en Italie du centre et du sud les figurations les plus anciennes connues, réalisées pendant le XIIIe siècle. Pendant le XIIIe siècle, dans l'église à Santa Maria Assunta Atri, Teramo Abruzzo, et dans l'église rupestre de Santa Margherita Melfi, Potenza Basilicata. Diapo 12. En reprenant le sujet du triomphe de la mort, on retrouve l'iconographie avec la mort debout dans la fresque de la deuxième moitié du XVe siècle sur la façade de l'église des Disciplini à Clusone, Bergame, Lombardie, à l'époque sous la domination de Venise, même que Brescia, la ville où la famille des Bombo avait été transférée au début du 400 ans. Ici, la mort est dressée de façon régale, avec un manteau rouge et une couronne sur la tête, en train de soutenir des phylactères avec des inscriptions évoquant la fragilité de la vie et du pouvoir. Au pied de la mort, il y a des papes, un doge de Venise, des rois qui offrent des cadeaux et des couronnes. Sur les côtés, deux squelettes lancent des fléchettes et tirent avec un arquebuse. Diapo 13. Au-dessous de cette représentation se déroule une danse macabre de squelettes qui représente la morte d'un sang
avec des personnages parmi les plusieurs couches sociales. Il s'agit d'un sujet qu'on retrouve avec une certaine fréquence à partir du XVe siècle, auquel le modèle de l'atout de la mort debout, c'est-à-dire le plus tardif du tarot Colleoni-Baglioni, peut être aussi inspiré. Diable 14. L'empereur, la cinquième carte des atouts dans la succession de Pavie, prend de différentes physionomies dans les tarots Visconti Sforza préservés. Diable 15. Pour ce qui concerne la roue de la fortune, dans les tarots Brambilla et les Colleoni-Baglioni, il y a employé un même modèle d'atelier, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes personnages dressés avec une même façon et de même couleur aussi. On ne connaît pas l'image perdue de la roue de la fortune dans les tarots Visconti di Modrone, vraisemblablement très proche aux autres, mais l'empereur est présente dans tous les trois tarots. Diable 14. Et on peut observer que le modèle employé dans les tarots Brambilla est proche à l'empereur du tarot Visconti di Modrone, tandis que le modèle de l'empereur du tarot Colleoni-Baglioni est différent. Cela en souligne la chronologie, c'est-à-dire le plus ancien, les Visconti di Modrone, le plus tardif, les Colleoni-Baglioni, et celui réalisé entre les deux, le tarot Brambilla. L'empereur, dans les deux premiers tarots, est présenté de face, selon une tradition propre de l'iconographie du Haut Moyen-Âge. Diable 16. Ici, les modèles otoniens employés aussi dans l'âge de Frédéric de Hohenstaufen, Federico II di Svevia. Nous sommes ici devant la figuration impériale dérivée des modèles les plus illustres par les manuscrits enluminés, par l'orfèvrerie et par la sculpture. Diable 17. On peut considérer à ces propos, dans la ville de Milan, le ciboire monumental dans l'église de Saint-Ambroise, qui constitue un modèle d'époque ottonienne éminent pendant la fin du Moyen-Âge. Diable 18. L'empereur assis de profil, au contraire, l'empereur assis de profil est au contraire un type plus récent, d'autant que le personnage ancien, avec une longue barbe, porte un chapeau bohémien allusif à l'image de l'empereur Sigismond de Luxembourg, régnant jusqu'en 1437. L'image est évidemment inspirée au portrait de Sigismond de Luxembourg, réalisé par Pisanello, en occasion de la descente de l'empereur à Mantoue et de son voyage à Milan. La prochaine? Non, mais ça que vous pouvez retourner. Ok. Ce modèle est clairement reconnaissable dans les traits du Saint-Sigismond. Ok. Alors, ça, c'est le portrait de Pisanello. Diapo suivante. Ce modèle est clairement reconnaissable dans la trace du Saint-Sigismond dans la fresque de Piero della Francesca du Tempio Malatestiano de Rimini, 1451. Diapo suivante. Même aussi, on retrouve l'empereur Sigismond dans le plus ancien cycle de fresques de Sainte Catherine dans l'église de Saint-Clément à Rome, peint par Masolino da Panicale et commandé par le célèbre cardinal lombarde Branda Castiglioni, personnage avec beaucoup de liens avec la cour impériale. Cela démontre que l'image utilisée pour l'atout Colleoni-Baglioni, les tarots les plus tardifs, correspond encore une fois à la solution la plus moderne choisie par les Teghe de Bonifacio Bembo. Diapo suivante. L'atout des amants est préservé dans les tarots Visconti di Modrone et celui Colleoni-Baglioni. Les deux figurations présentent de précises différences, dues probablement en ce cas à la référence héraldique du tarot Visconti di Modrone. Dans la célèbre carte des amants du tarot Visconti di Modrone, la représentation des deux amants se déroule sous un pavillon nuptial avec une référence claire à la maison des Visconti et à celle des Savoie dans les armoiries qui s'alternent. Dans le pavillon, on observe le lit nuptial. Entre les deux personnages qui se serrent la main droite en signe d'union, un petit chien symbolise la fidélité. Eros, avec les yeux bandés, vole souriant au-dessus
du pavillon avec des lacets d'amour et des fléchettes. Diapo suivante. Le pavillon avec les armoiries des familles liées en mariage reprend un modèle iconographique qu'on peut observer, par exemple, dans la scène de la dame qui joue du petit orgue au château de Masnago. Ici, on voit les armoiries de Castiglioni et de Lampugnani, en allusion au mariage de Giovanni Castiglioni et Maria Lampugnani. Et la scène nuptiale sous un pavillon, on la retrouve dans la Rocca di Vignola. Diapo suivante. Voilà. Les études ont tendance à reconduire l'exécution de ce tarot au mariage de Blanche-Marie Visconti avec François Sforza, qui eut lieu à Crémont le septembre de 1441. Toutefois, l'absence des armoiries de Sforza et l'allusion évidente à la maison de Savoie dans la tour des Amants me conduit à considérer l'œuvre une commande du duc de Milan, Filippo Maria Visconti, pour la duchesse Marie de Savoie, entre probablement les années 1440-1442. Je n'exclus pas que la même duchesse peut être peinte dans la carte, du moment que la dame présente les traits d'une femme pas très jeune désormais. Diapo suivante. À propos de la finesse des œuvres et de la tendance à l'orfèvrerie liée à la sphère du commanditaire Filippo Maria Visconti et de son âge à Milan et dans la Lombardie, je me suis déjà étendue dans mes recherches. Le tarot Visconti di Modrone fait partie, avec sa richesse extrême, son attention aux chaussures élégantes, sa profusion d'or à ses goûts, qu'on peut admirer aussi dans le tarot Brambilla, dans les 2 cartes du musée Auguste Kessner de Hanovre, dans les cartes du tarot du maître du chariot d'ici, réunies en occasion de cette exposition, et même dans le cycle de fresques de la chapelle de Teodoline da Monza, commencé en 1440 environ. Ici, en particulier, on peut voir les blasons de Visconti et Sforza en allusion au mariage de Blanche-Marie Visconti, la fille de Filippo Maria Visconti, avec François Sforza. Diapo suivante. Dans la tour des amants du tarot Colleoni-Baglioni, les 2 personnages, de la même façon, se serrent la main droite en signe d'union. Toutefois, manque ici le pavillon nuptial ainsi que la représentation du petit chêne. Les 2 amants sont soumis à Érobandé, lequel, avec un air menaçant, est érigé sur un piédestal, en train de tenir une fléchette d'amour. Mais nous savons qu'il n'y avait aucune allusion matrimoniale dans ce tarot, destiné, comme les recherches ont clarifié, à un personnage de la noble famille vénitienne de Bon. Diapo suivant. La tour du chariot, enfin, on le retrouve représenté dans 3 des tarots Visconti Sforza, c'est-à-dire dans le tarot Visconti di Modrone, dans le tarot Colleoni-Baglioni et dans la carte apparue sur le marché en 1991 du maître nommé dans l'occasion de cette exposition du chariot d'ici. Les 2 chariots illuminés dans les ateliers de Bembo, bien que spéculaires, se remplacent et on peut supposer que le chariot perdu du tarot Brambilla ne différait pas beaucoup d'eux. Dans l'entourage d'une même famille de peintres, le modèle utilisé pour l'image du chariot de la gloire, même le chariot Brambilla, était probablement celui de profil. Ce modèle a une origine classique, très répandue, avec aussi la représentation frontale du chariot. On pense au triomphe romain et on retrouve les 2 modèles employés à Florence dans les illustrations illuminées qui accompagnaient le poème de Pétrarque, I Trionfi, comme il est souligné dans l'essai de Ada Labriola dans le catalogue de l'exposition. Les chariots de Bembo montrent la gloire élégante, assise sur un char tiré par 2 chevaux blancs. Dans une main, elle tient le globe d'or, dans l'autre un sceptre, dérivation iconographique avec quelques variations du poème de l'amoureuse vision de Boccace, chapitre 4. On lit dans le poème de Boccace, je lis en italien, di ricche pietre coronata d'oro, nell'aspetto magnanima e possente, ardita sopra un carro tra costoro, grande trionfale, lieta sedea, ornato tutto di frondi d'alloro. Mirando questa gente, in man tenea una spada tagliente,
con la quale che il mondo minacciasse mi parea. Il suo vestire a guisa imperiale era, e teneva nella man sinistra un pomo, e in trono ella reale vidi sedea, e dalla sua man destra 2 cavalli eran col petto forte. L'œuvre de Boccace était probablement inspirée à son tour d'une fresque de Giotto, ou bien suivant le même Giotto, qui constitua les modèles pour les frontispices attribués au peintre Altichiero, du manuscrit du De Viris Illustribus de Pétrarque appartenu à François Ier de Carrara. Ici, le modèle frontal reflétait aussi dans l'atout milanais du maître du chariot d'ici. Dans les tarots Visconti di Modrone, la gloire est particulièrement somptueuse. Elle est assise entre un baldaquin gothique avec un sceptre dans la main gauche et un globe dans la main droite. Ce dernier montre le blason de Visconti avec une petite colombe et le mot de Pétrarque à bon droit. Elle dresse un manteau d'or avec une bordure en fourrure de zibelline précieusement décorée avec le blason dit de Piumai et coiffée d'un couvre-chef doré appelé en italien balzo, orné de joyaux. Accompagner la gloire, il y a un page à cheval très élégant aussi, selon la mode à l'époque de la cour de Visconti. L'interprétation du sujet est probablement celle de l'art à la cour de Milan, celle de l'art à la cour de Milan dans l'âge de Filippo Maria Visconti, laquelle voit l'utilisation de riches vêtements et coiffures à la page pour des sujets allégoriques et inspirés à l'Antiquité classique. Diapo suivante. Tout à fait différent par rapport au tarot de Bembo, les modèles employés dans le maître du chariot d'ici présentent le chariot de la gloire frontale, inspiré probablement, comme prévu, d'un modèle de l'entourage de Giotto, un prototype tardif, comme on peut observer dans les frontispices carraresi du De Viris Illustribus, généralement attribué au peintre giottesque Altichiero, actif entre Vérone et Padoue pendant la deuxième moitié du XIVe siècle. Ce manuscrit en particulier, aujourd'hui conservé à la BNF de Paris, est présent non, c'est pas présent à l'exposition, pardon, était entré dans la bibliothèque du château de Pavie pendant la domination de Padoue de Gian Galeazzo Visconti à la fin du même siècle. Ici, la gloire est dressée d'une opulente serrée à la taille, comme une dame de cour, entourée de 4 personnages féminins qui évoquent probablement du cardinal, je parle du chariot d'ici. Elle est en train de tenir une épée dorée dans une main et le globe dans l'autre, selon la description du poème de Boccace. Le chariot est tiré par 2 chevaux montés par des pages de cour dressés avec des costumes de l'époque et même que les cartes avec les valets d'Hanovre les font ici en des décors de rinceaux très précieux comme si c'était un petit tableau votif. Diapo suivante. Singulièrement, la gloire présente une coiffure typique du nord d'Europe, c'est-à-dire des escoffions à cornes. Ce genre de coiffure, on la rencontre aussi dans le cycle de fresques de la chapelle de Teodolinda, dans les scènes situées à la cour du roi Garibaldi, mais je dis que je la rencontrais hier soir dans une des cartes du tarot de Charles VI aussi, escoffions à cornes. C'est indicatif d'une mode qui n'était pas italienne, mais en vogue au-delà des Alpes. Et il est permis donc de se demander sur la motivation de ce choix. Dans les tarots illuminés par les Bembo, cette coiffure n'apparaît pas. Il s'agissait d'un choix du maître du chariot d'ici, ou bien il répondait à une demande du commanditaire. Diapo suivante. Un nom pour le peintre de ce tarot appartenu à Francesco Sforza ou bien commandé par lui, c'est trop tôt pour le dire. Ce tarot a été illustré par probablement plusieurs peintres au sein d'un même atelier. Mais en observant la dame de denier, on peut remarquer la ressemblance avec les traits fuselés et raffinés des dames jouant aux cartes dans la salle de jeu du Palazzo Borromeo à Milan.
La sensibilité et le style de ce peintre actif vraisemblablement à Milan est certainement très proche du maître de jeu Borromeo, c'est-à-dire probablement le peintre documentatif pour le troisième duc de Milan, Giovanni Zenone da Vabri. Merci. Merci beaucoup. Passionnant. Ah oui, ça, vous avez parlé d'une possibilité de représentation des 4 vertus cardinales. J'aimerais que vous y reveniez un peu. Oui, c'est vrai qu'on pense à la justice au milieu, mais les autres, moi, ça me paraissait moins évident. Mais... No, è semplicemente un'ipotesi. C'est une hypothèse, mais pas approfondie. Oui, parce que je ne vois pas bien... Parce qu'il s'agit de 4 personnages féminins, donc j'ai pensé aux vertus. Mais... Enfin, ils sont 5, là. Ah, sont 5? Eh oui. 1, 2, 3, 4... 4, 5 avec la... Il y a disons, deux femmes de chaque côté, et puis la figure centrale. Ah, mais la figure centrale, c'est la gloire. Oui. Et les quatre figures féminines sont les 1, 2, 3, 4, autour de la gloire. Oui, Bon, je pensais ici, mais c'est pas... Alors, qui peut demander... Oh, maman mia, che paura. Voilà. Non ho capito quel personnage, je n'ai compris pas. Excusez-moi, parce que ça allait très très vite. Non, il y avait sur une carte 2 personnages, mais secondaires si l'on veut, qui avaient été comme effacés, comme borrati, non je sais pas comment on dit. Cancellate? Si, c'est ça. Ma dove? Quelle carte? Oh, je suis désolée, excusez-moi, je n'ai pas pu retenir. Mais ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas... Non, fa mal. Je ne sais pas quelle carte. Je ne sais pas quelle carte. C'était à peu près au milieu. En fait, c'était les premières que je... À peu près le milieu. Il y avait 2 personnages sur le côté. Attendez. Non mi viene in mente. Ça ne fait rien, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Non, on va la chercher. Oui, mais c'était bizarre. Attendez, nous continuer. C'était 2 sur le... Ah, attendez. Est-ce que c'est... Parce que il s'agit d'une fresque. Ah, et donc, c'est la conservation de la fresque. Oui, je me demandais parce que il y a eu un cas, par exemple... c'est pas cancellé, c'est l'intonaco. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Scusate. Non. J'avais vu un doigt se lever là-bas. Oui, en fait, à propos de la carte des 2 amants sur fond rouge où il n'y a pas le petit chapiteau, il m'a semblé quand même voir quelques traces. Voilà, on a l'impression qu'il y a un dé au-dessus, vous voyez, les 2 parties qui sont effacées. Sono le ali. Voilà, celle de droite, à dextra. On a l'impression qu'il y a un chapiteau qui subsiste quand même à l'état de trace. Vous voyez, avec les 2 pans, mais ça peut être les ailes aussi. Sono le ali di Cupido. Voilà. Comme une tente. Mais on a l'impression que ça fait double emploi. Les ailes font aussi l'emploi de... Bon, voilà, c'était une petite remarque iconographique. Bonjour. Ce serait juste pour vous demander la référence du poème de l'amoureuse vision de Boccace que vous avez lu. Quelle est... L'ho trovata su internet. Je n'ai pas les textes à la maison, je l'ai trouvé sur internet. Non, mais vous disiez c'était le poème de l'amoureuse vision. C'est quel endroit du poème Le chapitre 4. Ok, merci. Okay.